têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Cet été sur RTL, entre 16h et 18h, c'est Révision Générale, le cahier de vacances des grosses têtes et les meilleurs moments de la saison 2008-2009. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. Sur RTL. Bonjour. Notre générique est aujourd'hui politique puisqu'il réunit Rama Yad et Éric Woerth. Le premier livre de la secrétaire d'État aux droits de l'homme ratisse large, car il s'adresse, comme les albums de Tintin, à tous les citoyens de 7 à 77 ans. Rama Yad explique que depuis 18 mois, elle défend pied à pied le droit des femmes à bénéficier des droits de l'homme, que parmi les qualificatifs que lui ont décernés les médias, celui de passionné lui a paru plus gratifiant que ceux de spontané, d'effronté ou d'impatiente. Elle reconnaît qu'une convocation pour réprimande par le chef de l'État n'est guère plus agréable qu'une séance chez le dentiste, prévoit déjà que l'élection d'Obama aux États-Unis n'aura aucun impact en France, explique avec une vivacité charmante qu'elle adore danser sur son parquet en faisant le ménage et qu'elle ne donne jamais une interview sans avoir inscrit au feutre noir un pense-Rama dans la paume de sa main. Asseyez-vous et considérez-vous maintenant, mais c'est une petite formalité plaisante, comme placé en garde à oui. D'accord. Rama Yad, est-ce un lapsus quand vous avez déclaré récemment que les droits de l'homme étaient invisibles au lieu d'indivisibles? C'était un vrai lapsus, oui. Malheureusement, ça ne l'est pas dans tous les pays, un lapsus. Hein? Exactement, malheureusement. Est-ce que la déclaration des droits de l'homme qu'on vient d'embarquer à bord de la navette spatiale a une chance de parvenir un jour à des destinataires extraterrestres? Ah, déjà, ce serait bien que ça parvienne aux destinataires terrestres, et ils sont nombreux à ne pas encore respecter cette déclaration. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas l'envoyer dans l'espace. C'est très symbolique quand même. Voilà, hein? c'est symbolique, Oui, mais pour que tout le monde ait une vue dessus, quoi, depuis Parce l'espace. que, admettez qu'il y ait vraiment des extraterrestres auxquels on puisse la remettre, est-ce qu'ils comprendraient la langue dans laquelle le document est rédigé? C'est universel. C'est une déclaration qu'on qualifie d'universelle. Et là, les révolutionnaires avaient prévu le coup. Hein? Avaient prévu le coup, mais cette déclaration-là, c'est celle de l'ONU, celle de 1945 après la guerre. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse la comprendre, quel que soit là d'où on vient, donc y compris les extraterrestres. Alors, j'ai lu votre livre en dépit de son titre, Oui. puisque c'est les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. Je me suis dit, bon, on va faire un petit accro. Je vais quand même le regarder. Je suis désolée, J'y ai pris beaucoup de plaisir, d'autant que votre interlocuteur n'est pas un vieux journaliste, mais un enfant de 12 ans. Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est un gamin de synthèse? Non, c'est un gamin qui a vraiment existé au départ, donc Pourquoi il est toujours vivant? Ah oui, il est toujours vivant. Je devais dîner chez des amis, et le père a dit à son fils, c'est Rama qui vient de dîner, tu sais qui c'est? Et le gamin avait réagi en disant, ah oui, c'est elle qui est pas allée en Chine avec le président. Donc c'est parti de là, c'est la première phrase du bouquin. Mais bon, je l'ai pas gardé pendant trois semaines en otage. Hein. Après, j'ai pris la suite. Mais il a servi d'accroche. Est-ce que vous considérez qu'on est encore un enfant à 77 ans? Oui, on est tous des enfants. Oui, c'est Saint-Exupéry qui disait « D'où viens-tu? Je viens de l'enfance », je crois. Parmi les qualificatifs que vous ont décernés les médias, lequel vous semble le plus approprié? Spontané, impatiente, effrontée, passionnée? Passionné. Passionné, Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. C'est bien.
En quoi le fait d'être réprimandé par le président de la République est-il assimilable à une visite chez le dentiste ? Je résume. Un jour, vous avez dit, et vous êtes coutumière du fait, ce que vous pensiez, qui n'était pas d'une orthodoxie diplomatique totale. Et le président vous a convoqué à l'Élysée. Et là, tout le monde avait l'impression que vous jouiez votre tête. Hein ? Oui, moi aussi, parce que j'étais conduit donc à son bureau au premier étage par des gens, j'avais le sentiment. Par des gardes républicains, mais sans les menottes, quand même. Non, sans les menottes, mais dans le bouquin, pour un peu alléger la scène, je dis que j'ai eu l'impression d'être en état d'arrestation parce que j'étais solidement encadrée. Et puis, donc, j'étais au premier étage, j'attendais dans une salle à côté du bureau, ce qui me donnait l'impression de patienter dans la salle d'attente d'un dentiste. Parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a dit au suivant, non ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y avait des revues comme chez le dentiste, Gala, Il y avait des journaux, et d'ailleurs il n'y avait pas le journal dans lequel j'avais donné l'interview qui expliquait ma convocation. Mais et en fait, ça s'est pas mal passé. Après, c'est comme quoi, voilà, c'est comme quand on va chez le dentiste, on en ressort avec un. Ah petit ben c'est bon soulagement. quand ça s'arrête, hein, le Oui, dentiste. Non, mais le président a quand même beaucoup d'amitié pour vous. Non, mais sur le coup, il n'avait pas compris parce que j'y en avais pas parlé auparavant. On peut pas lui parler de tout, il est tellement occupé. C'est ce que j'avais pensé. Je me suis dit, bon, maintenant il est président de la République, c'est pas évident de l'aborder. Donc j'en avais parlé à d'autres dans son entourage qui m'avaient dit que je pouvais émettre quelques petites réserves. Comparer ça à une séance de dentiste, ça évite de ramener sa fraise quand même. Est-ce qu'un mari de gauche aide à bien conduire à droite ? Je n'ai pas mon permis de conduire. Non, c'est vrai. C'est lui qui conduit. Ah oui, c'est pour ça que vous voulez rester au gouvernement, pour avoir un chauffeur. Non, le gouvernement, Non. ça, franchement, c'est le président qui décide. Alors, un mari de gauche et une femme de droite, est-ce que les discussions, parfois, ne sont pas difficiles ? Non, en fait, on a les mêmes valeurs. Je veux dire, on s'entend sur l'essentiel et on se dispute jamais à cause de la politique. Non, jamais. Jamais. Et en fait, mais lui est dans la politique, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il est pas du tout militant de quoi que ce soit. Non, mais enfin, il travaille quand même dans un organisme officiel ? Non, à la base, c'est un violoniste qui. Il est violoniste. Oui, puis qui travaille ensuite, qui a Alors, travaillé si c'est du violon, il travaille à la préfecture de police, peut-être ? chez MAM. Non, après, il s'est retrouvé. Là, aujourd'hui, il travaille chez un collègue, Jean-Marie Bockel. Ah bah oui, donc quand même, il est dans les sphères gouvernementales. Oui, il est dans les sphères, mais il est là, il est de passage. C'est quelqu'un qui Ça n'est a déjà pas arrivé, impliqué. hein. Daniel Mitterrand était à gauche, son mari était au Non. centre droit, donc vous voyez. Comment parler des droits de l'homme dans les pays qui ne les respectent pas ? Ah, ça c'est une grande question parce que, comme je raconte dans le livre, quand on est accueilli dans un pays, notamment dans les voyages avec le président, on est très bien accueillis. C'est une grande fête, il y a des drapeaux, les gens dansent, il y a de la nourriture, les gens sont sympas. On vous fait visiter ce qu'on appelait naguère des villages Potemkin, hein ? Je sais pas, mais en tout cas il y a du peuple dehors. Oui. Il y a de Mais enfin, la vie est belle. Oui, donc c'est très difficile dans ces moments-là d'arriver et puis de dire, de rompre la conversation et de dire en fait pourquoi est-ce qu'on torture chez vous ? Voilà, c'est très dur. Mais il faut le faire. Est-ce que Ségolène Royal s'était pas montrée très polie quand elle avait été en Chine et qu'elle avait loué la rapidité de la justice locale, hein ? Ouais, ça c'est vrai. Mais elle a eu d'abord la chance d'aller en Chine. Moi, c'est pas encore mon cas. Mais je veux dire. Il y a des pays où on vous refuse le visa ? Oui, c'est arrivé, mais après on me l'a donné. C'était la Birmanie, mais c'était refusé à tout le monde. Ah oui. Après le cyclone Nargis qui a fait quand même pas mal de victimes, et les Birmans ne voulaient pas. Dites-nous s'il y a un problème, on interviendra. Les grosses têtes de l'été continuent sur RTL jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean Amadou, Éric Legérias, Philippe Chevalier et Thierry Roland. Et puis l'invité d'honneur du 17 novembre dernier, Ramayad, qui était secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme pour son livre Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. Voici donc un sujet grave qu'on va traiter plaisamment, mais c'est aussi la façon dont vous avez choisi de l'aborder. Hein ? Oui, parce que c'est un sujet lourd et assez compliqué. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un dialogue avec un enfant parce que ça me permettra d'abord d'expliquer simplement des choses complexes. Et donc, pour ça, il faut les avoir souvent, comprises. les questions d'enfants vont plus loin que les questions d'adultes. Il pose des questions comme le ferait un excellent journaliste. Ouais. Il ne m'épargne pas. Et en même temps, ce qui était important pour moi, c'était de tout dire.
tout ce que j'avais envie de dire sans me retenir. Souvent, les hommes politiques ou les femmes politiques, quand ils écrivent des livres, on n'a pas envie de les lire parce que c'est très langue de bois. Et en parlant avec un enfant, j'évite la langue de bois. Parce que sinon, l'enfant, il insiste. Il me dit, je comprends pas ton truc, pourquoi tu me dis pas la vérité? C'est vraiment un dialogue assez hard comme ça. Et ça me permet de vraiment tout dire sans rien cacher. Est-ce que votre principal adversaire, c'est le racisme ou l'égoïsme? Je crois que c'est l'égoïsme, ouais. C'est l'égoïsme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que... Il y a encore plus d'égoïstes que de racistes. Ouais, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on devrait s'occuper de nous-mêmes, mais pas des autres. C'est pas incompatible, hein? Non, on peut être raciste égoïste, oui, c'est vrai. Qu'avez-vous inscrit aujourd'hui dans la paume de votre main? Rien. Parce que vous avez été accueilli dans une émission de télévision et la caméra a pu zoomer sur votre paume. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Des choses. En fait, sur le coup, je me rappelais du pain, pas. Non, c'était pas loin. Et j'avais écrit ça pendant la journée. Et donc, j'avais oublié. Et c'est resté sur la main, mais ça s'était un peu effacé à force de la journée passant. À force de serrer des mains. Et oui, peut-être. C'était pas mon numéro de téléphone. Non. Non, c'était ce que je devais, des gens que je devais appeler, ce que je devais leur dire. Enfin, c'était quelque chose de ce genre. Vous n'avez pas de secrétariat au secrétariat d'État? Si, mais ça vous arrive, vous, entre deux portes, rapidement, d'écrire un truc, parce que quelqu'un vous appelle. Voilà, ça m'est arrivé dans la vie, mais à vous aussi, je pense, non? Oui, mais j'écris rien dans mes mains. Moi, c'est sur les manchettes de la chemise. Hein. Alors, je vais vous faire entendre, pour vous prouver que vous n'êtes pas le premier membre du gouvernement de François Fillon à vous asseoir parmi nous, une réponse de Xavier Bertrand, qui était notre invité d'honneur voilà quelques semaines, et à qui j'avais demandé si le temps lui paraissait long d'ici le 1er janvier pour devenir Premier ministre. Écoutez, pour être franc, ça commence bien. Ça commence bien. C'est que, je l'ai déjà dit, un parcours à la Laurent Fabius ne m'a jamais fait rêver. Aujourd'hui, vous savez, j'ai du mal à rentrer dans les cases qu'on fabrique. Moi, vous savez, j'étais élu local, j'avais jamais imaginé un jour devenir ministre, et que je sais que ça s'arrêtera un jour. Donc, si vous commencez à faire un plan de carrière, je pense que ça vous prend la tête en permanence. Non, cela dit, on peut s'interroger. Interrogez-vous. Il est habile, hein? Oui, c'est pas mal. C'est un ancien courtier d'assurance, hein? Oui, il n'en manque pas d'ailleurs. Ça explique il n'en manque pas. Mais alors, ça met, si vous voulez, au centre du débat quelque chose qu'on aborde rarement, qui est l'ambition des politiques, qui est l'ambition gouvernementale, toujours monter plus haut. Est-ce que ça vous atteint, ça? Non, moi je prends les choses. Parce que j'ai lu quelque part que vous verriez bien au ministère de la Culture. Moi? Non, je n'ai jamais rien exprimé. Attendez, je vais appeler Christine Albanel pour la rassurer. Hein. Non, je n'ai jamais rien dit. D'abord, je suis quelqu'un d'assez superstitieux, donc je ne parle jamais ou très rarement de l'avenir. Même pas à un proche, et même moi, quand je pense à quelque chose, je me retiens très vite. Donc ce n'est pas possible que j'ai pu exprimer quoi que ce soit. Non, c'est d'autres qui ont cette prétention, qui ont eu cette prétention pour moi. Et je leur dis de se calmer tout de suite parce qu'Albanel fait un excellent travail et que j'ai pas du tout d'intention de ce genre. En plus, si vous voulez avoir le prix de camaraderie, il faut pas vous y prendre comme ça. Hein. Non, vraiment, alors, je n'ai jamais rien dit, même pensé. Ce sont des gens qui ont dit ça et je sais pas pourquoi, sans doute peut-être pour créer des bisbilles entre les gens. Moi, j'ai jamais compris cette manie qui consiste à... c'est comme avec Xavier Bertrand et le Premier ministre, consiste à prêter des ambitions des uns et des autres et à mettre des bisbilles entre les collègues. C'est aussi les journalistes qui posent des questions comme ça, toujours. Oui, et puis il y a des gens anonymement qui répondent « je la verrai bien ici », et puis vous vous retrouvez avec le truc et vous devez vous justifier à longueur de journée alors que vous n'avez jamais rien exprimé. Après, vous vous retrouvez à Matignon, vous n'avez pas envie d'aller à Matignon. Ah non, mais il faut se méfier des gens, hein. Le 17 novembre 2008, Ramayad était l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous qui avez failli être expulsé, comment vous entendez-vous avec Brice Hortefeux? Bien. Mais j'ai pas failli être expulsée. J'ai eu une période où
où il me fallait passer d'un statut à un autre. Ça a duré 1 mois à peu près. Et là, vous vous rendez compte effectivement de l'extrême précarité de la situation ou de la condition d'étranger. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas ce genre de choses. C'est pour ça que Brice Hortefeux, lui, il a un travail à faire qui est de réguler l'immigration, mais il est pas censé le faire n'importe comment. Non. Et il y a aussi un traitement humanitaire à avoir. Il faut lui reconnaître cette justice. Ses avions sont rarement en grève, hein, lui. Hein? Ah, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je suis toujours pour l'équilibre. C'est-à-dire, en même temps, vous voyez, c'est quand même... Il y a une politique d'immigration à avoir, d'un côté, et de l'autre, il faut toujours être équilibré dans sa manière de faire. Les gens qui sont malades, les demandeurs d'asile, les enfants... Alors, vous intervenez pour cela ? Il y en a qui m'écrivent. Bon, moi, je suis en charge de questions internationales, mais bon, il y en a quand même qui m'écrivent. Quand il y a une lettre qui vous émeut, vous la faites suivre à Hortefeux avec un petit mot ? Oui. Oui. Bon, ben c'est bien ça, c'est bien. Oui. Alors, naturellement, avant de vous recevoir, on s'est entouré d'un maximum de détails vous concernant. J'ai consulté les fameux carnets d'Yves Bertrand, vous savez, le directeur des renseignements trop généreux, là. Notamment, on voulait vous faire quelque chose qui soit susceptible de vous causer un petit plaisir. Alors, on a pensé à des orchidées. Bon, je ne sais pas si vous aimez cette fleur. En plus, elle est chère. Alors, Ah, le radin. Ensuite, on a trouvé quelque chose de la famille de l'orchidée. Et quelque chose dont vos proches disent que vous raffolez. Et il se trouve que je partage avec vous ce goût. C'est la vanille, ou plus exactement, la glace à la vanille. Voulez-vous faire entrer la glace à la vanille ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous aimez les glaces à la vanille ? Oui, c'est vrai, mais comme ça, je sais pas. Oh, bah, écoutez, pardon. Maintenant que la glace est rompue, on peut la manger. Eh bien, merci. C'est une vraie glace ? Oui, c'est moi aussi, dites donc, elle a. Oh, faites venir le goûteur. Bah, oui, le goûteur de Medvedev. Non, je vais vous dire comment elle est, parce que je suis connaisseur. Une glace à la vanille. Froide. Et gratos. Est-ce qu'il y a un petit biscuit avec ? Il y a un petit biscuit. Oui, il y a des langues je vais goûter. Je crois qu'elle est bonne. Ça vous dérange pas de vous empiffrer devant Alors que nous, on est là, on a le gosier sec. Hein, comment vous la... Délicieuse. Ah, vous voyez. Vous en voulez ? Non, merci, non. Avez-vous oublié les humiliations faites à la France par Kadhafi ? Oh, je crois pas qu'on puisse parler d'humiliation. Oh, écoutez, quand même, il nous a fait un cirque à Paris. Hein. Ouais, mais vous vous souvenez, Jean Amadou ? Oui, mais je me souviens surtout qu'on lui a vendu des avions et que c'est pas facile de vendre des Mirages à un mec qui habite dans le désert, quand même. Hein. Non, puis il nous a tellement bien remercié qu'il a refusé de siéger à l'UMP, enfin l'Union pour la Méditerranée, l'UPM. Oui, c'est vrai. Il n'a pas voulu y aller. Il a planté sa tente dans le parc de l'hôtel Marius. On lui a fait beaucoup de courbettes. C'était pas mal, Il a d'ailleurs. tué la sœur de son père. Il a planté sa tente. Quelle horreur. Alors, la question est implicitement posée. Est-ce qu'il est indispensable d'avaler son chapeau pour vendre des Airbus et des TGV ? Non, on en vend tous les jours à des démocraties aussi. Et c'est pas du tout nécessaire. Et je crois pas du tout que c'est ce qui s'est passé sur ce coup-là. À partir du moment où le président s'est dit les infirmières bulgares qui étaient dans les geôles libyennes depuis 8 ans ont été libérées et que le guide libyen avait fait acte de repentance, on va dire, par rapport au terrorisme, etc. Il s'est dit à ce moment-là, on va le tendre la main, donner une chance. Repentance limitée quand même, hein, mais enfin bon. Mais voilà, c'est dans un contexte très particulier qu'avait été lancée cette C'est invitation. Michel Rocard qui disait, vous pouvez pas savoir, en tant que Premier ministre, le nombre d'assassins auxquels j'ai serré la main. Non, mais d'ailleurs, savoir. Moi, dans mon travail, je veux dire, quand on s'occupe des droits de l'homme, c'est pas les démocrates que je suis censé rencontrer puisqu'ils respectent les droits de l'homme, c'est plutôt les autres, ceux qui sont suspectés de pas le faire. C'est pas grave, on se lave les mains après et puis ça passe très bien. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Une première citation envoyée par Madame Cassagne, dont je vais vous demander, Ramaya, d'essayer d'identifier l'auteur.
qui a dit « Les droits de l'homme ne valent que parce qu'ils sont universels ». Ah. Un homme politique français? Homme politique français toujours vivant. Giscard d'Estaing? Non. Non, toujours vivant, t'as dit. Le vieux volcan bouge encore, je vous emmerde, le Gérias. Qui a pu dire ça? Il a été ministre. Ouais. Il a été ministre, et même mieux. Alain Juppé. Il est de gauche? De droite? Non, il est plutôt de droite. Chirac. Encore que... Balladur? Non. Alain Juppé. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Ah oui. Oui, bonne réponse d'Éric Bravo. Logérias. Partagé avec mon camarade. Et j'étais pas loin avec Giscard. Hein. J'étais pas loin. Oui, enfin, Bon, petit très loin quand C'est la même. même hein. ils génération. sont pas comme les deux doigts de la main quand même. Hein. La deuxième citation envoyée par Madame Bresson qui a dit « Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire rentrer. Donner pour contrepoids au droit de l'homme le droit de la femme. » Et ça remonte à la Parlons-en. fin du 19e siècle. Oh là là. Louise Ah oui, Michel. oh là là. Non. À la fin À la du fin 19e. du 19e siècle. Louis Victor Marais. Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. Oui, oui. Bonne Ah, je crois que c'était une réponse femme. d'Éric Logérias. Bravo. Bravo. Parlons-en des droits de la femme, Oui, tiens, alors. justement. Hein? Alors moi, je vous l'ai dit, je suis en Rama. Vous voyez, moi, je suis ici, harcelée sur mon lieu de travail. Et je Par tous ces tenais à hommes. savoir, est-ce qu'on fait quelque chose pour nous, les femmes, qui sommes, vous voyez, Harcelées par ces traitées mâles. d'objets sexuels, harcelées. Oui, Moi, oui. j'ai les mains sur mon bureau, hein, Amanda. hein. Bah, vous pouvez réunir des preuves. Oui, Oui, oui. D'abord. oui. c'est des empreintes digitales. Les marques, c'est marqué dans nos mains d'ailleurs. Et ensuite, aller porter plainte peut-être. Voilà. absolument. Contre. Ils sont combien? Oh, ben, ils en Tous. verrez. Oui, mais si tu portes plainte, tu vas perdre ta place. hein. C'est pas les pires, c'est quand il y a Kersozon. Ah ouais, d'accord. En plus, c'est des gens connus. Ah oui, Ouais. Moi, je t'ai en vu, abuse. je t'ai vu arriver quelquefois en disant alors, on harcèle plus ce matin ou quoi? Alors, en plus, nous faisons amende honorable et les grosses têtes ne respectent pas la parité. Hein. Bah oui, il n'y a qu'une femme parmi. Et encore, vous êtes tombé un sept. bon jour. Allez, on y retourne du côté des grosses têtes de l'été sur RTL. Amanda Lear, Jean Amadou, Éric Logérias, Philippe Chevalier, Thierry Roland étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard le 17 novembre dernier. Et l'invité d'honneur était secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme, Ramayad, pour son livre Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. Question de Madame Toulousian. Quel objet symbolique Lafayette offrit-il à George Washington en gage de l'amitié franco-américaine? Une glace à la vanille. Quel Une objet pelle. symbolique. Quelque chose qui se fume? Non. C'est Une une, épée? une Un arme. outil, un outil. Non. Une clé. Une Un drap- clé qui est la clé. La clé de la Ben, la Bastille. clé. La clé de la Bastille. Voilà. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Jean Amadou. La clé de la Bastille. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus symbolique des droits de Bah l'homme. oui, je pense, ouais. Hein? Ouais. Et de la, Ouais. la prise de la Et Bastille. qu'est-ce qu'il faisait C'est avec la comme clé si de la aujourd'hui Bastille on lui donnait la clé de la santé à... Oui, mais une fois qu'elle eut été Ouais. détruite. Ils en Ah avaient, oui. ils- Ah ils oui, en ça avaient fait servait tirer plus à rien, plusieurs. hein. ouais. Vous avez gardé un bon souvenir de la dernière campagne pour les municipales qui vous a vu candidate à Colombes, où vous aviez vécu pendant votre jeunesse. Pendant hein. jusqu'à. J'ai quitté une première fois, c'était une fois que j'ai eu mon métier. Après, je suis revenue, évidemment, dans le cadre politique. Oui, c'était bien parce qu'on discutait avec les gens. Parce qu'on voyait les gens, parce que les gens vous disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient. Vous les Et puis voyez vous- peu, les gens, dans un ministère. Hein. Bah, c'est-à-dire, on les rencontre régulièrement, mais moi, je voyage beaucoup, donc je vois souvent les gens à l'étranger. Et là, ça faisait du bien de voir des Français qui vous parlaient de leurs préoccupations quotidiennes. On ne parlait pas que de politique ététrangère, on parlait de problèmes. Alors, vous avez quand de même logement. été élu, mais vous siégez dans la minorité du Conseil. Oui, alors, j'étais pas tête de liste, hein. Il faut le savoir, Ok, c'est très important. Deuxième quand même, hein. J'étais troisième. Troisième. Et je venais d'arriver, c'était pas Ah mon ouais. bilan. Non mais je suis pas en train de me défiler, c'est pas ça Non, du tout. non. Mais sur le coup, j'avais sous-estimé ça. J'avais sous-estimé que les gens, ils votent d'abord pour un maire, donc le numéro 1. Oui. Vous ne pouvez pas leur dire mais je suis là aussi. Ils vous disent ah ben on sait que c'est pas vous de toute façon, sinon vous aviez qu'à vous présenter. Donc ça c'est très compliqué à gérer. Ensuite, dès qu'il y a un problème sur la personnalité du maire sortant ou sur son bilan, c'est vous qui devez encaisser ça, alors que vous n'étiez pas là à l'époque. Enfin, vous Et- aimez bien à Colombes. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui, à Colombes, sont un peu tristes que vous n'assistiez pas davantage aux mais séances si, du j'assiste. Conseil Attendez, municipal. D'abord, premièrement, ça fait pas longtemps, Ouais. c'est quand même Ouais. sur 6 ans. Je veux dire, deuxièmement, moi je suis
aucun membre. Je suis même pas chef de file de l'opposition. Oui, mais faut y municipale. aller quand même. Mais j'y suis allé et on m'a Oui. coupé le micro. C'est pas vrai. Je vous assure. On m'a dit parle pas. C'est Faut pas à RTL qu'on ferait ça. Ah non. Alors moi j'ai trouvé ça très vexant et pas démocratique. J'ai dit tant que vous me couperez le micro, tant qu'on ne pourra pas travailler dans des conditions démocratiques, moi je préfère travailler avec les gens de la ville que je rencontre, qui me demandent des rendez-vous, qu'on essaie de régler leurs problèmes, qui m'envoient des courriers pour que je les aide sur tel ou tel point. Et ça marche très très bien. Mais c'est une fois par mois. Enfin je veux dire, c'est pas non plus tous les jours. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui peut diminuer les violences des hommes à l'égard des femmes? Les sanctions, la raison, la bromure, la fatigue. Oh, la fatigue. Non, ça c'est terrible. Je crois que... Le divorce. Le divorce. Les sanctions d'abord. Dans les médias, oui. Oui. Ah bah oui, parce que vous devez sortir cette femme de la maison, du lieu conjugal, et puis la protéger contre lui, avec la famille, les enfants. Est-ce que Et ensuite sanctionner. Vous vous préoccupez parfois du sort des hommes battus? Ça existe aussi? Oui. Oui, je n'ai pas encore rencontré. C'est pas facile pour eux parce que... Ils sont en tellement mauvais état qu'ils sortent plus. Hein. Non, je pense que c'est aussi bon que... Ils se plaignent pas surtout. Il y a aussi la peur d'être jugé parce qu'on se dit qu'un homme va être battu. Sébastien Donc, Chabal, sa femme le bat sans arrêt. Oui, mais évidemment, il a épousé une catcheuse. Il se plaint pas. Non, mais c'est les sanctions, hélas. Bah oui. Donc il faut que les femmes portent plainte. Or elles n'osent pas toujours le faire. Elles n'osent pas toujours, et donc il faut que toutes les structures sociales, les assistantes sociales, les PMI, toutes ces personnes qui peuvent les rencontrer puissent être en alerte. Donc ça suppose pas mal de formation et de la part des structures de l'État en fait pour être attentif à ce qui peut se passer. Bien évidemment. C'est trop dans la tradition, en fait, ancrée, la femme soumise, même dans les chansons. Il me fout des coups, il me prend mes sous. Oui, mais Fais-moi voilà. mal, Je l'ai dans la peau, fais-moi, j'en envoie-moi au suis ciel. marteau. Et alors, cette idée de la femme soumise qui aime se faire maltraiter par un voyou, c'est ça qu'il faut changer. Puis il y a un vrai scandale aussi, c'est qu'en dehors des tournois, par exemple, on ne parle jamais de la terre battue. Comment se fait-il que dans la patrie de toutes les libertés, c'est-à-dire en France, il y a encore des affaires d'esclavage? Parce que nous ne le sommes pas tout à fait. Nous sommes considérés comme le pays des droits de l'homme parce qu'il y a eu justement la Bastille, la Révolution française. On a été les premiers à faire une déclaration des droits de l'homme où on dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et puis, toute cette histoire a fait qu'on est regardé comme ça. Mais on n'est pas parfait, bien sûr. Et du coup, on a encore des situations comme ça qui ne sont pas autorisées par la loi, absolument pas, mais des gens qui ne respectent pas la loi en faisant de l'esclavage sexuel d'ailleurs et de l'esclavage domestique, bien sûr. Mais ça, c'est sanctionné par la loi et française et européenne. Et on a déjà été condamné pour ça d'ailleurs. L'intégration sociale, il faut qu'elle commence dès l'école. Hein. Oui. Nous avons une pièce à verser au dossier. Elle émane de quelqu'un qui d'ailleurs partage tout à fait vos idées, qui est Michel Boujna, et qui nous avait un jour raconté les mésaventures d'un instituteur devant sa classe. Il fait « Dis-moi, Benoît, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ?»« Ah, monsieur le professeur, j'ai joué dans le bac à sable, monsieur. »« Très bien, Benoît, viens au tableau, et si tu arrives à écrire « sable » correctement, tu pourras rentrer 1 heure plus tôt à la maison. » Voilà, Benoît, c'est très bien. Retourne à ta place. À ton tour, Bastien, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ? J'ai joué au bac à sable avec Benoît, monsieur. Eh bien, Bastien, si tu arrives à écrire bac correctement, au tableau, tu pourras rentrer en même temps que Benoît. Voilà, c'est bien, parfait. Et maintenant, toi, Mouloud, qu'est-ce que tu as fait à la récré ? Moi, monsieur, j'ai voulu jouer dans le bac à sable. Mais Benoît et Bastien, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, casse-toi. Mais quelle horreur ! S'exclame l'instituteur. C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse dans un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause et en plus dans ma classe. Mouloud, si tu m'écris correctement, discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale...
Sur RTL.fr, à la page des grosses têtes, vous pouvez en faire des choses. Consultez les références des livres, des spectacles, des invités d'honneur, ou encore les archives sonores, ou encore télécharger les grosses têtes et les écouter en MP3. Et pourquoi pas participer au forum de l'émission sur RTL.fr. Vous avez naturellement, en plus de la glace, droit à une communication téléphonique. Et vous avez demandé à parler avec quelqu'un que nous avons d'ailleurs reçu ici à une époque où il n'était pas encore ministre. C'est Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Nous nous souvenons avec émotion et plaisir du petit stage que vous avez fait chez nous à une époque où vous étiez seulement député. Oui, c'était rude, hein, je m'en souviens aussi, moi. Je compatis pour Rama, là, en ce moment. Merci Laurent. Alors, vous avez des sujets communs à traiter ? On a surtout d'abord une entente de génération parce qu'on a tous les deux exactement le même âge. On est les deux petits du gouvernement. Donc parfois, nos grands aînés nous regardent avec un air très sérieux pour nous dire mais comment est-ce qu'on va arriver à les faire travailler ces deux-là. Et vous particulièrement qui avez en charge l'emploi, c'est pas le portefeuille le plus simple, hein ? C'est pas le plus simple, c'est très clair. C'est pour ça que de temps en temps j'ai besoin d'aller voir Rama pour me remonter le moral. D'ailleurs, on se voit ce soir. Mais j'aime bien. Dire, Rama, ma femme écoute l'émission. Ah mais formidable. Mais invite-la parce que je la connais aussi sa femme. On est collègues, on est toutes les deux administrateurs du Sénat à la base. Mais ce que j'aime bien chez Laurent, c'est sa simplicité. Il n'est pas m'as-tu. Pourtant, c'est quelqu'un, je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise, mais je suis impressionnée parce que c'est quelqu'un qui est archi diplômé, de plein d'écoles, super prestigieuse. Et en même temps, il sait rester simple, il n'y met pas d'arrogance comme on a pu le voir par le passé. Et je crois que c'est quelqu'un de très méritant et qui gagne à être connu, quoi. Ça valait vraiment la peine que je t'appelle. Hein. Dites Laurent Wauquiez, est-ce que comme quand vous étiez venu nous voir, vous roulez toujours à vélo ? Ah oui, mais vous savez que j'ai eu un accident avec mon vélo rue de la Concorde, place de la Concorde, qui a été écrabouillé. Et donc je viens de le renouveler. Donc si jamais vous m'invitez, je viendrai à nouveau avec mon petit vélo bien tranquillement. Et vous avez un vélo à cocarde ou un tandem avec un chauffeur ? Comment ça se passe ? J'ai mis un gyrophare intégré à l'avant du vélo. Mais prenez un Vélib de la Noé, vous ferez un prix. Hein. Il paraît que ces temps-ci, il a un peu de temps libre. Mettez pas le gyrophare sur la selle. Hein. Ah, zut, c'est pour ça que ça marchait pas. Juste, j'ai des petites anecdotes à propos de Rama, parce que vous évoquiez le fait qu'il faut qu'il fallait que Rama... Rama, elle m'a super impressionné lors d'une communication au Conseil des ministres, où elle a fait une très belle communication sur les droits de l'homme. Vous savez, en plus, quand elle s'exprime, en général, elle a la pêche. Et en fait, elle a un petit défaut, c'est qu'elle s'écrit toujours sur les mains. Et donc au début j'étais persuadé qu'en réalité elle s'était mis des antisèches en s'écrivant sur les mains pour pouvoir noter les principaux mots qu'elle voulait faire de sa communication au Conseil des ministres. Alors j'ai jamais éclairci le sujet, donc je vous recommande de regarder les mains de Rama pour savoir si elle a pas écrit. Je vais poser la question tout à l'heure, mais finalement elle s'était lavé les mains, elle savait plus. Voilà, en tout cas on est heureux de constater qu'il y a une belle solidarité gouvernementale, fût-elle un peu générationnelle, au sein du gouvernement. Il faut bien, hein, parce que les jeunes ne sont pas très nombreux en politique. Vous les regardez de travers, les vieux politiciens ? Non. Non, pas du tout. Oui, c'est plutôt l'inverse aussi. Non, il y en a qui ont le double de votre âge, hein ? C'est-à-dire même le triple, hein. Non, oui. Il y en a au Sénat, vous en trouverez. Quand vous étiez administratrice au Sénat, vous aviez un président qui avait 3 fois votre âge. Voilà. Christian Poncelet, j'ai jamais calculé, mais bon, c'est vrai qu'il était calculez pas, mais on vous le dit, nous. Oui, maintenant, il est encore sénateur, mais il est plus président. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, vous savez. Il a été un témoin de mes premiers pas professionnels dans la vie active. Il était gentil. Ouais, il était gentil, oui. Mais il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, hein, c'est qu'on peut avoir 30 ans et être, déjà, passez-moi l'expression, mais un vieux con dans sa tête. Et on peut en avoir 70 et être beaucoup plus jeune et avoir un regard beaucoup plus neuf sur les choses. Il est bien ce garçon, je crois. Pas mal, hein. Il est très très bien. Il y a eu quand même des grands politiques. Enfin, Vercingétorix, il a été chef très jeune. Hein. Ah, oui. Et Napoléon aussi. Et Napoléon. C'est vrai. Voilà, merci Laurent Wauquiez. Et puis, surtout, occupez-vous bien de l'emploi. Hein. Merci. Merci Laurent. À mes occupations.
Ils étaient tous là dans le grand studio de RTL le 17 novembre dernier. Philippe Bouvard avait invité Amanda Lear, Jean Amadou, Éric Logérias, Philippe Chevalier, Thierry Roland. Et puis, à cette époque-là, la secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme était Rama Yad. Question de Madame Grolet. De quelles allocations spéciales jouissent les femmes sénateurs aux États-Unis? Pour la grossesse? Non. Pour l'allaitement? Non. Pour le pressing? Non. Non, je pensais à... Non, mais ça n'a- Et Pour le donc, maquillage, tant qu'elle est sénatrice, Hillary Clinton en bénéficie. Maquillage? Alors, ça va Coiffeur. plus loin que le Les maquillage. coiffeurs? Les soins esthétiques. Exactement. Tout ce qui relève Ah ouais. des soins esthétiques. Il faudrait de la donner ça à beauté. Martine Aubry, comme dirait Perroni. Bonne réponse de Jean Amadou. Elle a pourtant, dit, on elle a dirait dit pas. que la politique n'était pas un concours de beauté. Bah oui, oui, Attendez, pourtant elles sont pas terribles. Hein, Est-ce que les politiciens mâles sont toujours beaux? Il y en a des, oui. Oh, mais pas. Il y en a pas- des. La plupart, non. Non. Bah, Obama, il est plutôt bel homme, hein, Oui. par rapport Mais à... en France. Chez nous. En France, Voilà, en chez nous. France. Rama, vous qui les fréquentez, comment ils sont en majorité? Bah, vous les voyez. Non, 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 non. Pas de Mais langue on de les bois. voit à la télé, on les voit pas. Bah, ils sont pareils en vrai. Hein. Ouais. Ouais, ils sont pas terribles, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas une question de. On peut pas juger comme ça. Disons que c'est chacun ses goûts. Oui, c'est et voilà. les goûts ne me portent pas C'est vers pas la des classe canons, mais politique. par exemple, Villepin, il avait fière allure. Ah oui. Villepin avec ses cheveux Il était blancs, bel homme. il était bel homme. Quand Il il est sortait toujours, de la hein, je veux dire, mer, Il est toujours, il est pas mort. Oui, oui. quand il sortait de la mer, les cheveux mouillés, le corps Ouais. couvert de gouttelettes. De toute façon, en politique, ce qui compte, c'est la beauté de l'âme. Hein. Ah Ça, ouais, c'est connu depuis très longtemps. C'est pas le physique. La beauté de l'hameçon, surtout. C'est vrai que à la Baule, hein, quand Oh, il qu'il était était beau à la sorti de Baule. Londres, Oh, j'étais jaloux comme un tigre. Jaloux, j'étais. La semaine d'après, j'ai repris mon t-shirt NYPD et je suis reparti faire un footing. c'était Neptune sortant de Londres. Hein. Oh, il était beau, il manquait que le trident. Ah, ouais. Vous aviez déjà écrit des livres avant celui-là? Oui, hein. Un roman? Non, c'était un essai sur les Noirs en France. Vous avez un roman dans vos tiroirs, non? Il va falloir finir un jour qu'on en parle. Hein? Comment vous savez ça? Ah, ben ça, Yves Bertrand. C'est l'indicateur. Edwige. C'était un roman avant que je sois en politique, donc je l'ai laissé en suspens depuis. Mais j'espère bien un jour pouvoir le sortir. Enfin, pour faire un roman, il faut du temps. Hein. Et il faut du temps, oui. Et on n'en a justement, pas beaucoup. Je suis en suspens depuis. Ouais. Alors, l'adoption des enfants, ça fait partie aussi de votre programme. Ouais. Bon, il faut faciliter l'adoption, mais il ne faut pas renoncer à protéger les enfants adoptés. Ça paraît contradictoire. Ah oui, c'est très difficile. En plus, nous, en France, on adopte beaucoup moins que les autres pays européens. Ça a baissé ces 2 dernières années de 20%, alors que les Italiens augmentaient de 10%. Et en fait, notre système, il n'est pas très très bon. Et du coup, les familles, un peu désespérées dans le désarroi, il y en a certaines qui décident d'aller directement voir des orphelinats pour trouver un enfant. Et ça peut donner des dérives comme celle qu'on a eue avec l'Arche de Zoé, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut réformer ce système, surtout à l'international, puisque 80% des enfants que les Français adoptent viennent de l'étranger. Donc, il faut réformer ce système en replaçant l'enfant au cœur de ce système, en veillant à ce que l'éthique soit respectée, en ne faisant pas de promesses inconsidérées, mais en étant réalistement ambitieux. En disant, voilà, on va aider les familles à adopter. Je promets pas de tripler, quadrupler le nombre d'adoptions, mais on va faire de notre mieux et clarifier tout ça. C'est pour ça que j'ai créé le système des volontaires, où j'envoie dans les pays où on veut adopter des volontaires qui vont aider les familles qui veulent adopter dans le pays, comme au Cambodge, en Haïti, en Inde, etc. Le droit de l'homme dans les prisons. Ah, vaste question. Alors, mon drame, c'est que je suis en charge des droits de l'homme à l'étranger, puisque je suis rattachée au Quai d'Orsay. Donc c'est Guantanamo, mais pas à la santé. Ah, ça, c'est Rachida Dati. Oui. Mise à la Enfin, justice. vous la connaissez, vous avez sûrement des relations amicales avec elle. Oui, très. Donc pourriez lui glisser de temps en temps, après une présentation de haute couture, que il faudrait peut-être qu'elle fasse un effort de ce côté-là, Mais non? elle en fait des efforts. Mais c'est que ce problème dure depuis tellement longtemps. La surpopulation carcérale, le traitement des prisonniers. D'abord, leur logement. Hein? Leur logement, l'organisation de la vie sociale en prison. C'est des problèmes qui durent depuis tellement
tellement longtemps qu'on a l'impression à chaque fois qu'on n'en fait pas assez. Mais je vous assure qu'elle en fait. Il y a la rénovation immobilière, il y a la construction de nouvelles chambres, de nouveaux lieux d'emprisonnement. Et en même temps, bon, il y a d'un côté une justice qu'elle veut plus efficace, et de l'autre côté, quand c'est plus efficace, il y a plus de prisonniers. Voilà. Mais il me souvient qu'il y avait un gouvernement Raffarin dans lequel il y avait un secrétaire d'État à l'immobilier des prisons. Oui. L'immobilier pénitentiaire. Mais il a eu quelques problèmes avec l'immobilier et tout court dans sa municipalité. Du coup, il est parti un peu. Et du coup, il n'y a plus de. Et puis du coup, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est un réel problème parce que. Je vous dis que je suis en charge de questions à l'étranger, mais quand je suis à l'étranger et que je parle des droits de l'homme dans ces pays, il arrive qu'on me dise c'est bien de venir nous expliquer ce qui ne va pas chez nous, mais enfin chez vous, le problème des prisons quand même. Regardez donc chez vous. Voilà. Donc c'est pour ça que nous devons aussi balayer devant notre porte. Il y a eu ce bouquin de cette femme médecin à la santé qui a été traduit, qui a été lu énormément et qui fait parler pas tellement bien de la France et de ses prisons. Et les rapports d'Amnesty International, des choses comme ça, c'est lu par beaucoup de gens. Et donc c'est pour ça qu'on doit être exemplaire. Sinon notre message à l'étranger, il s'affaiblit, quoi. Mais bon, vous pouvez aussi vous occuper des droits de l'homme en France, quand même, on ne vous interdit pas. C'est-à-dire que j'ai déjà fait, par exemple, j'étais allé voir des mal logés à Aubervilliers il y a quelques mois, ça m'a valu une convocation. Ah bon? Oui, à Matignon cette fois. Ah bon? Oui. En disant Aubervilliers, c'est pas l'étranger. Exactement. Exactement. Il est pas mal notre jingle, tant. Ramayad était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard le 17 novembre dernier. Les grosses têtes, elles, s'appelaient Amanda Lear, Jean Amadou, Éric Legérias, Philippe Chevalier, Thierry Roland et Philippe Bouvard. La honte de l'invité d'honneur. Est-ce que vous avez honte de quelque chose? La dernière fois que j'ai eu honte, c'est quand une connaissance sur un plateau télé, je vais pas dire qui parce que cette personne est connue, me montre une photo d'une dame et qui avait les cheveux courts et dont je lui dis c'est votre père? Il n'y a pas cité sa mère. Ah oui. Donc là c'était un peu gênant. C'est une petite honte. Mais quand même. Ouais. J'étais pas bien. Non, c'est ma mère. C'est un bel homme. S'en sortait comme ça. La dernière fois que j'ai eu honte, c'était là. Ouais. C'était la photo d'Alio-Marie, non? Non. Oh non, elle est plus féminine que ça. Oui, quand même. Ah bah oui. Vous l'avez déjà rencontrée. Puis alors, dites donc. C'est une belle femme. Quelle femme d'intérieur. Je sais pas si c'est joli ou pas joli. Non, on l'aime bien. Qui a dit? C'est singulier. Le verbe guillotiner ne peut pas se conjuguer dans tous ces temps. On peut dire je serai guillotiné, tu seras guillotiné, mais on ne peut pas dire j'ai été guillotiné. Ah, c'est vrai? C'est quelqu'un qui a été guillotiné. Ah, c'est vrai? Donc de la Révolution? Oui. Madame de Lamballe? Non. Marie-Antoinette? Un homme. Louis XVI? Non. Non. Là, la liste est longue. Danton, Robespierre. Danton. Qu'est-ce qu'a dit Danton? C'est moi. C'est Philippe Chevalier. Dès qu'il y a une question un peu difficile, c'est moi. Oui. Vraiment culturel. Nous avons, Ramayad, une petite habitude ici pour détendre l'atmosphère en fin d'entretien, c'est de faire raconter la bonne histoire du jour qui est en général, et même tous les jours, expédiée par un auditeur. Là, c'est monsieur Laureau de Merlevenez et c'est Jean Amadou qui va la raconter. Et vous allez voir, elle n'a pas été choisie totalement au hasard. Un petit ours polaire demande à sa mère: Maman, je suis un vrai ours polaire? Et la maman lui dit: évidemment que tu es un vrai ours polaire, mon chéri. Ton papa et moi, nous sommes des vrais ours polaires, donc tu es un vrai ours polaire. Pas très rassuré, il va voir son père, il lui dit: Papa, son père lui répond: Écoute, tu es un vrai ours polaire, bien sûr. Ta maman et moi, on est des vrais ours polaires, donc toi, tu es aussi un vrai ours polaire, mon chéri. Il va voir son grand-père, il lui pose la même question, et le grand-père lui répond: Enfin, écoute, petit nigo, tu es un ours polaire, puisque ta grand-mère, moi, nos enfants sont des ours polaires. Pourquoi tu me poses cette question? Et le petit ours polaire dit: Parce que j'ai froid. C'est très mignon. Que diriez-vous d'écouter les meilleurs moments d'une année de grosses têtes? C'est maintenant et c'est tout l'été sur RTL, entre 16h et 18h. Les grosses têtes de l'été, avec Philippe Bouvard sur RTL.
Ministre du budget et maître d'œuvre de la superproduction intitulée « Pour 100 milliards, on n'a plus rien », Éric Woerth tient les cordons d'une bourse de plus en plus plate. Ainsi, celui qui, adolescent, se rêvait en guide de haute montagne avant d'évoluer sur le sommet de l'État, a-t-il remplacé par la corde raide la corde à nœud, à l'aide de laquelle il quittait volontiers son bureau. Il raconte plaisamment comment il fait du footing tout au long des 42 kilomètres de couloir de son ministère de Bercy, comment il gagne un temps précieux en traversant Paris à bord de sa navette fluviale, pourquoi ses administrés de Chantilly l'ont surnommé Ricky la belle vie, recense les milliers d'amis que lui a permis de recruter Facebook. Hénard, comment, alors qu'il était enfermé par mégarde dans les toilettes du Sénat, il appela au secours au téléphone son chef de cabinet. Bref, un bon ministre pour le gouvernement et un excellent client pour la radio. Bonjour, monsieur le ministre. Asseyez-vous et ne vous offusquez pas de la petite musique que vous allez entendre. C'est simplement l'indication du fait que vous êtes placé en Gardaoui. Éric Woerth, avez-vous remplacé la corde à nœud qui vous servait à descendre de votre bureau par la corde raide ? J'ai effectivement essayé de descendre de l'héliport, parce qu'il y a un héliport au-dessus de Bercy, jusqu'en bas, il y a une 50aine de mètres, avec les pompiers, on a fait du rappel. L'intérêt, c'est que la corde, on la rappelle, c'est-à-dire qu'on la retrouve. Oui, mais là, la corde raide, c'est votre lot quotidien. Ah, la corde raide, c'est la difficulté du travail que j'ai, c'est-à-dire à la fois de pouvoir essayer de gérer le budget dans une crise qui n'est pas simple, et puis en même temps, les comptes de la sécurité sociale. J'entendais tout à l'heure Bernard Mabille, je pense, en parler d'une façon technique. Donc j'étais intéressé par ça. Il faudra qu'on se revoie, parce que devant le Parlement, il y a un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui serait très intéressant. Je vais vous faire J'ai trouvé que le discours était à peu près écueillé. Je vais vous faire une avance sur mes impôts aussi. Si vous voulez, merci. Est-ce que l'état des finances publiques vous réveille parfois la nuit ? Non, parce que je dors bien, mais c'est une préoccupation quand même constante. Est-ce que vous méritez votre surnom de Ricky la belle vie ? Je ne connaissais pas, mais oui. C'est comme ça qu'on vous appelle. Écoutez, il faut essayer. D'abord, quand on est aux grosses têtes, c'est un bonheur. Donc, même en temps de crise, il faut continuer à essayer de pouvoir rire. Mais, non, mais parce qu'on pense que vous faites contre mauvaise fortune, et hélas, c'est le terme bon cœur. Ce qui m'ennuierait, c'est Rikiki. Ce serait plus ennuyeux, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut aller loin aujourd'hui avec 100 milliards de déficit annuel ? 100 milliards, c'est à la fois énorme évidemment, mais à la fois, ça comprend quoi ? C'est toutes les dépenses publiques qui sont dans le plan de relance, quoi. Le plan de relance, c'est quoi ? C'est de la dépense publique qui se substitue à des dépenses privées. C'est vrai dans tous les pays, donc il y a une bonne 60aine de milliards qui sont en réalité l'instrument de lutte contre la crise. Oui, s'il n'y avait pas eu la crise, il y aurait eu 40 milliards de déficit. S'il n'y avait pas eu la crise, on l'a calculé, il y aurait à peu près une 40aine de milliards de déficit. C'est le déficit en fait structurel de la France contre lequel on doit continuer à lutter. Parce que la France vit au-dessus de ses moyens. La France dépense plus que ce qu'elle gagne, à peu près à hauteur d'une quarantaine de milliards. Pourquoi c'est interdit aux ménages et c'est permis à l'État, monsieur le ministre ? Parce que c'est les ménages qui le permettent à l'État, c'est la démocratie qui le permet. Êtes-vous fâché quand on vous compare aux sapeurs camembert qui creusaient des trous pour en boucher d'autres ? Non, je suis pas fâché, mais l'image n'est pas excellente parce qu'au fond, c'est pas vrai. On creuse aucun trou pour en boucher d'autres. On essaie de faire en sorte de limiter la profondeur du trou des finances publiques. Donc, quand on est en période de crise, c'est très très compliqué parce qu'il faut de la relance. Puis, vous avez en même temps les impôts qui rentrent moins bien par les 2 euros de monsieur. 2 euros, c'est déjà pas mal. C'est vraiment une avance. Hein. À part ça, on n'essaie pas de compenser, quoi. Quand ça rentre moins bien, on n'augmente pas les impôts pour autant. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de recettes et puis il y a plus de dépenses publiques. Pierre Méhaignerie vient de proposer la création d'un nouveau super impôt. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est un peu, j'aime bien Pierre Méhaignerie, mais c'est un peu démagogique quand même. C'est qu'au fond, c'est de dire à partir d'un certain niveau de revenus, il faudrait contribuer au-delà. Et en même temps, il y a le bouclier fiscal. Donc il faut pas être paradoxal. Et le bouclier fiscal. Ah oui, mais il dit qu'on va supprimer le bouclier fiscal et puis que. Je suis pas d'accord avec ça. J'assume d'ailleurs parce que ce serait plus populaire de dire je suis d'accord. J'assume le fait d'être impopulaire et le fait de dire je suis pas d'accord parce que au fond le bouclier fiscal c'est quoi ?
fois, c'est le fait de dire, vous payez le plafond de votre imposition, c'est 50% de vos revenus, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 50% de vos revenus. Donc un jour sur deux, vous travaillez pour l'État ou pour la sécurité sociale, parce que c'est ça le principe. Donc je crois pas qu'il faille aller vers ce type de sujet. On a une imposition assez lourde, d'ailleurs en France d'une manière générale, donc il faut éviter que les gens y partent tous, il faut les garder plutôt en France. Et puis en même temps, il faut essayer de donner beaucoup le sentiment de justice. S'il n'y a pas le sentiment de justice en plus, fiscale, où est-ce qu'ils vont aller, ces pauvres super riches? Il n'y a plus de paradis fiscaux. Il y a de moins en moins d'endroits, c'est vrai, il y a de moins en moins d'endroits paradisiaques. Mais si on avait dit ça il y a un an, qu'il y aurait cette extraordinaire avancée sur les paradis fiscaux, c'est-à-dire, j'espère qu'au G20, là, cette réunion de tous les chefs d'État, j'espère qu'on va aboutir à des décisions très concrètes, et on le voit sur un certain nombre d'États, on voit la Suisse, on voit le Luxembourg, des États qui sont très proches de nous, qui commencent à dire on va revenir sur le secret bancaire. C'est très important, parce que les Français doivent se rendre compte qu'on doit vivre après la crise dans un monde plus juste que le monde qui était celui d'avant la crise. Et il faut le prouver. C'est pas un sujet de discours. Alors ça sera au G20, mais vous faisiez partie, Éric Woerth, du G7, c'est-à-dire le cercle des chouchous. Vous étiez chauffeur de taxi? Non. Le cercle des chouchous du président qui se réunissait en marge du gouvernement. Et il paraît que le G7, c'est fini. Non, c'est jamais totalement fini. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réunion, je crois, depuis début février plutôt. Mais c'est finalement un peu à la demande. Hein. C'est un groupe de ministres que réunit de temps en temps le président pour pouvoir parler à la fois de l'actualité et puis échanger. Il les réunit tous le mercredi. Pourquoi d'autres Parce que c'est pas le même sujet. Parce que le mercredi, c'est le Conseil des ministres, c'est très institutionnel. Donc il est normal qu'un président parle avec une série de ministres à un moment donné, puis avec d'autres. Je crois on a trop médiatisé cette affaire, ça a intéressé la presse. En réalité, c'est c'est une série de ministres qui viennent discuter avec le président de la République. Puis, mais il y avait beaucoup de fuites et j'ai le sentiment que ça énerve un peu. Il y a des incontinents. Vous avez essayé de partager une boîte de chocolat à 40 personnes. Alors vous avez essayé. À 7, c'est plus facile quand même. Mais on parle toujours. Le chocolat, ça rend de bonne humeur, hein, vous avez remarqué. Et en ce moment, on en a bien besoin. On en a besoin. Je suis pas sûr. Mais est-ce qu'on pourrait avoir la liste des enfers fiscaux où il ne faut pas aller? C'est justement la liste qu'on peut être amené à publier. Vous savez, l'OCDE, on lui a demandé dès le mois de septembre, d'ailleurs, juste après le scandale du Liechtenstein, c'est-à-dire un centre de compte comme ça, qui avait été placé au Liechtenstein. Les Allemands et les Français avaient été très, très actifs. D'ailleurs, nous sommes très actifs sur ce sujet. On s'était dit, il faut actualiser la liste des paradis fiscaux, faire des paradis fiscaux un enfer fiscal. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont des États de non-droit et qui vont être dénoncés par la communauté internationale. C'est simple comme ça à dire dans un studio. C'est plus difficile à faire parce qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière et c'est très important que la France porte ce message. Vous avez une date pour le retour des riches? Alors, vous êtes revenu? Non, mais on remarquera quand même, après Bernard Mabille, monsieur le ministre, que nos condamnés de droit commun reviennent en France alors que les exilés fiscaux, eux, traînent toujours la jambe. Hein. Alors les exilés fiscaux, il faut qu'ils reviennent au fur et à mesure du temps. Il y a deux types d'exilés. Hein. Il y a les gens qui partent parce qu'ils travaillent à l'étranger, tout simplement. Puis d'autres parce que le climat est meilleur au Bahamas. Parce que le climat fiscal est meilleur ailleurs. En fait, la France a une compétitivité fiscale qui n'est pas négligeable. Personne ne le sait, mais on s'est beaucoup amélioré. Donc les gens peuvent revenir au fur et à mesure du temps. Ouais, personne ne s'en rend compte. En France, les Français pensent toujours qu'ils payent. Non, mais s'il y a un super impôt, ils vont pas revenir. Hein. Finalement, on a réussi. Vous savez, un pays, ça doit être compétitif sur tout sujet. Oui. En France, on paye beaucoup d'impôts, bien sûr, mais dans d'autres pays aussi, contrairement à ce qu'on croit. Donc, il faut que les gens reviennent. On essaie de leur expliquer que l'imposition en France est aujourd'hui moins importante qu'ils ne le croient, qu'il y a le bouclier fiscal. Donc, les gens, il faut que les Français placent leur argent en France, que les capitaux soient français. C'est très important. Il faut qu'ils investissent. C'est de l'emploi, c'est tout ça. Les grosses têtes de l'été continuent sur RTL Souvenir. Du 16 mars dernier, Philippe Bouvard avait invité Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Logérias, Pierre Bellemare et puis l'invité d'honneur, le ministre du Budget, Éric Woerth. Une première citation, monsieur le ministre, elle vient de monsieur Mauzat de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a dit... Sarkozy, c'est le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. C'est Villepin. C'est Villepin. Je ne sais plus. C'est pas Jean-François Copé. Bayrou. Non.
C'est un opposant? Non, pas précisément. C'est pas Xavier. Borloo? Non. C'est pas Xavier. Jean-Louis Debré? Non. Jean-Pierre Raffarin. Non. Non. Michel Bouvard? Non. C'est pas. Il y a un Bouvard. Ouais. Il y a un Bouvard qui est. Il est vice-président de il est- l'Assemblée. Ah oui. C'est pas André très sérieux, Santini, il est par en hasard. Savoie. C'est André Santini, oui, attendez. C'est le secrétaire d'État au bon mot. Hein. Bonne réponse de Jacques Maillot. Non, c'est pas le secrétaire d'État au bon mot, c'est le secrétaire d'État au ministre de la fonction publique que je suis. Je sais bien. C'est lui et vous qui voulez supprimer le classement de l'ENA? Ouais, on veut supprimer le classement à la sortie de l'ENA parce que l'ENA c'est une école très formidable, une école de la haute fonction publique. Et en même temps, curieusement, c'est pas l'administration qui recrute. Bizarrement, c'est au fond en fonction du classement de sortie que les élèves choisissent leur administration. Et dans les entreprises, en général, l'entreprise, elle recrute, quoi. Il y a des entretiens de recrutement comme partout. Et là, c'est le contraire. C'est le jeune qui choisit son administration en fonction de ses résultats. Nous, on souhaite qu'il y ait des procédures et de recrutement à l'intérieur de l'administration qui ne dépendent pas uniquement d'un classement de sortie à un moment donné. Un jeune à 22, à 23, à 24 ans, il peut avoir un super classement de sortie. C'est pas pour ça que ça en fera un très bon fonctionnaire pendant 20 ou 30 ans. Ça, Donc on il le faut voit, ça. rompre avec cela. Mais c'est pas possible qu'il y ait des jeunes à l'ENA. Il y a plein de jeunes à l'ENA. Ah bon? Oui. Le major de l'ENA, celui qui est sorti premier, si on lui dit, vous êtes le premier, vous allez devenir ministre, il va être d'accord, non? Ouais, vous avez remarqué que dans le gouvernement, il y a très peu d'énarques. Aujourd'hui, c'est nouveau. C'est une grande nouveauté. D'abord, le président de la République n'est pas énarque, ce qui est nouveau. Ceci explique cela. Plutôt nouveau. Et puis, le premier s'explique qu'il est bon président de la République. C'est ça que vous voulez dire. Pragmatique. Vous sortez... Et puis, le Premier ministre... Vous n'avez pas fait l'ENA? Non, je n'ai pas fait l'ENA. Longtemps, je dois avoir une tête de quelqu'un qui a fait l'ENA. C'est un lourd handicap dans la vie. On appelle ça un crâne d'œuf. Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être ma calvitie. Mais j'avais sur mes affiches de première campagne législative, on mettait un gros rond rouge sur la tête en disant halte aux énarques. J'avais essayé de démentir en disant j'aurais bien aimé, peut-être que j'ai pas réussi, j'ai fait HEC, mais j'ai pas fait l'ENA. Je vous assure, il y a rien eu à faire, donc voilà. Non, mais il y a moins d'énarques ministres, mais il y a plus d'énarques autour des ministres. Oui, c'est ça. Mais c'est normal. Je vais vous dire, c'est normal parce que quelqu'un qui fait l'ENA, c'est quelqu'un qui a envie de travailler pour le service public. Alors, nous avions eu, quelque temps, comme invité d'honneur, Jean-Pierre Raffarin. Et Jean-Pierre Raffarin nous avait dit toute la vérité sur les postes occupés au plus haut niveau dans la hiérarchie politique. Il y a des postes politiques qui sont passionnants. Une présidence de région, la région c'est assez petit pour que ça soit proche, pour que vous connaissiez les gens, puis c'est assez grand pour être stratégique. Ça c'est un vrai mandat. Quand j'étais ministre, j'avais un budget de ministre qui était 3 fois plus petit que le budget de président de région. Quand un gars rentrait dans mon bureau, un immense bureau, je le voyais venir de loin, et je me disais, s'il vient pour Poitou-Charentes, je lui règle son problème. S'il vient pour la France, alors là, ça va être difficile. On va l'envoyer à Bercy, on va l'envoyer ailleurs. Donc, la proximité, ça aère le système. Donc, il y a des bons mandats, puis il y a des mandats qui sont des mandats d'impuissants. Vous savez, je propose qu'on supprime des ministres, parce que je pense qu'il y a un ministre sur 2 qui se lève le matin en disant, comment est-ce que je vais faire croire à des pouvoirs que j'ai pas? Est-ce que vous êtes moins amis avec les ministres dépensiers qu'avec les autres? Enfin, tous les ministres sont par nature dépensiers puisqu'ils ont des budgets à gérer. Moi, j'essaie de faire en sorte d'inscrire ces dépenses publiques dans une vision à 3 ans. J'essaie de limiter je réussis d'ailleurs plutôt à limiter cette dépense en dessous de l'inflation. Et puis en même temps, qu'il y ait une qualité du service public. La dépense publique, c'est une bonne chose quand elle est respectueuse du contribuable. Donc il faut qu'on en ait pour son argent. Les Français doivent en avoir pour leur argent. Et en même temps, on ne doit pas cumuler les déficits parce que curieusement, c'est quand même nos jeunes, nos enfants qui les paieront à un moment donné. Donc ça, c'est pas tellement responsable. Mais je sais pas si Jean-Pierre Raffarin est d'accord pour dire s'il veut supprimer un ministre sur 2, est-ce qu'il veut supprimer une région sur 2? C'est une autre question. Oui, surtout que le Poitou-Charentes est mal parti pour rester entier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est curieux. Pourquoi le Poitou-Charentes? Je sais pas, peut-être que Balladur lui en veut d'un truc. Il restera ou le Poitou ou la Charente. RTL, les grosses têtes de l'été. Le 16 mars dernier, Philippe Bouvard avait invité le ministre du Budget, Éric Woerth, dans le grand studio de RTL. Éric Woerth, quelles économies avez-vous personnellement réalisées dans votre ministère?
Par exemple, on a, je prends des exemples concrets, pas techniques, concrets. Par exemple, au moment des vœux, vous savez que il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, donc on a limité le nombre de cérémonies de vœux, et puis on est aussi limité à ce qu'il y avait sur les buffets. D'ailleurs, comme ça, il y avait moins de monde, donc il y avait juste des cacahuètes. Des galettes. Ouais, il y a eu des cacahuètes. Il y avait quand même des galettes. C'est le ministère de la galette. Il y avait des galettes et des galettes. Mais il n'y avait pas de fèves à l'intérieur. Il y avait des fèves, mais il n'y avait rien à gagner. Il y avait une photo dédicacée du ministre. Et puis on a fait aussi. Personne ne voulait la faire. Ça vous intéresse, il m'en reste beaucoup. C'est un problème. Vous avez économisé combien avec ça? On a économisé pas mal d'argent en réalité. Sur 100 milliards. Mais alors là, il faudrait que je sois beaucoup plus loin. Avec des questions comme ça, on est piégé tout de suite. Mais là-dessus, par exemple, c'est pas des petites sommes, parce qu'on a économisé quelque chose comme 30 000 euros sur les réceptions. J'ai pas envoyé de carte de vœux aussi. Je me disais, j'ai pas reçu, moi. Non pas que je ne vous souhaite pas bonne année, je vous re-souhaite. Le papier timbré que vous envoyez, c'est pas une carte de vœux? Non, ça c'est quand il y a marqué ministère des Finances. Ça c'est un lien amical avec chaque contribuable et qui répond d'ailleurs. Je remarque qu'il répond. C'est ça qui est important. En général, on répond. C'est très important. Donc on a limité le nombre de cartes de vœux. On a économisé en fait 90 000 euros. C'est très important. Est-ce qu'on pourrait pas faire les cartes de vœux en faisant ça par internet? Est-ce qu'à Bercy on pourrait pas faire l'économie de quelques ministres, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Il y en a pas tant que ça. Il y a Christine Lagarde à l'économie avec 3 secrétaires d'État qui sont. Vous savez, c'est un travail. Pourquoi elle a des secrétaires? Pourquoi elle a besoin de secrétaires d'État? Parce que c'est pas le même métier. Alors il faut les deux. Il faut les deux. Et moi, je n'ai qu'un seul secrétaire d'État, mais formidable, c'est André Santini, comme vous l'avez dit. Oui, là, vous faites passer de bons moments. Sur un sujet pas facile, qui sont les fonctionnaires. Puis en plus, il en a dans le cigare. Il arrive quand même, dans les discussions avec les fonctionnaires, dans les discussions avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, il arrive à mettre un peu de bonne humeur. C'est quand même pas si mal. Vous êtes 5 ministres à Bercy, alors? Nous sommes 2 ministres et 4 secrétaires d'État. 6. Il y a un secrétaire d'État à l'emploi, c'est un travail. Ça fait des tas de secrétaires. Vous avez un secrétaire d'État, aux petites entreprises. Vous n'avez pas d'arrosoir au commerce extérieur. Vous n'avez pas d'arrosoir là-bas, parce que arrosoir est Bercy. Il fallait la faire maintenant ou jamais. Non, c'était pas utile. Est-ce que de vous retrouver au sommet de l'État vous console de ne pas avoir été guide de haute montagne comme vous le souhaitiez? Si j'avais à choisir, vous savez, on se demande toujours si on avait une deuxième carrière, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, j'essaierais d'être guide de haute montagne, c'est vrai. Je trouve que c'est une profession. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent physiquement, c'est vraiment le sens de la responsabilité. Vous êtes avec des clients ou avec des jeunes. Vous avez d'une certaine façon leur vie entre vos mains. Mais enfin, à Bercy, vous êtes au bord du gouffre, de toute façon. Oui, mais justement, les gouffres, ça s'apprivoise. Qu'est-ce que votre toutou personnel pense de la fermeture des niches fiscales? Il est d'accord. J'avais un toutou, j'avais un chien que j'ai beaucoup aimé, qui est malheureusement mort. Mais les niches fiscales, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des avantages fiscaux selon certaines situations. Il y en a plein en France. Et non, c'est pas si absurde. C'est-à-dire que vous avez l'impôt normal, et puis vous avez des déductions d'impôt si vous faites telle ou telle chose qui apparaît comme bénéfique pour la société. Par exemple, avoir des emplois familiaux, par exemple, faire des travaux dans votre maison, etc., etc. Donc tout ça représente beaucoup d'argent. Et à un moment donné, j'ai entendu Ségolène Royal dire, mais il faudrait si on supprimait toutes les niches fiscales, on rendrait 1 000 euros aux Français. Ou alors, elle ne connaît rien au système fiscal, donc ça, c'est pas terrible quand on veut être président de la République. Et puis, ou alors c'est un mensonge invétéré, c'est pas mieux. Enfin, donc, des deux côtés, c'est pas terrible. C'est faux. Si on divise l'ensemble des niches fiscales, ça doit faire à peu près ça, mais à l'intérieur, il faut dire lesquels on veut supprimer. Vous avez la prime pour l'emploi, vous avez la TVA à taux réduit pour les travaux, vous avez tout ce qui relève du monde du handicap, qui permet à un moment donné de déduire de son revenu telle ou telle chose. Quand quelqu'un garde vos enfants ou autre, vous avez des réductions. Tout ça, c'est des niches fiscales. Donc c'est toujours facile d'en parler d'une manière générale. C'est vachement plus compliqué d'en parler d'une façon précise. Ce qu'on a fait, nous, cette année, c'est qu'on a plafonné des niches. Il y avait quelques niches qui étaient pas plafonnées. On a mis un donc toit à la niche, il n'y aura plus que les chihuahuas qui pourront rentrer dans la niche. Non, on peut mettre... Le labrador, c'est fini. Alors souvent, un certain nombre il y a des Saint-Bernard aussi qui ont du mal parfois, mais ceux-là, ils dorment pas dans des niches. Ouais, moi, j'aime bien les Saint-Bernard. Oui, parce qu'ils ont un petit tonneau. C'est pour ça. C'est ça. Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Legérias et Pierre Bellemare étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard le 16 mars dernier. Et l'invité d'honneur, le ministre du Budget, Éric Woerth.
Est-ce que les fonctionnaires qu'on remplace pas étaient inutiles? Non, mais il y a aujourd'hui une fonction publique trop nombreuse, donc il faut réduire les effectifs tranquillement en remplaçant pas les gens qui partent à la retraite. On préfère avoir des chômeurs plutôt que des fonctionnaires? Non, parce que si vous embauchez, non, pas du tout. Le chômage, c'est un sujet trop sérieux pour. Vous voyez, la réponse au chômage, c'est pas d'embaucher des fonctionnaires de plus, parce que ça veut dire que, par exemple, un fonctionnaire, quand vous l'embauchez aujourd'hui, s'il a 30 ans, l'État va le payer pendant 50 ans. Puis il vieillit, tant mieux. Heureusement, on part de plus en plus tard à la retraite, et puis on part aussi, on meurt de plus en plus tard. Donc c'est l'État qui paye les retraites. Donc c'est pas une réponse ponctuelle, c'est pas une réponse à la crise. Il faut embaucher des gens quand on en a besoin. Mais vous croyez qu'on n'a pas besoin de flics et d'infirmières et d'infirmières et tout ça? Il y a aussi besoin d'organiser mieux les services publics. On a toujours eu une logique où on accroît les moyens. On dit toujours, à l'école, dans les hôpitaux, partout, il faut plus de gens, il faut plus de moyens. On est l'État dans lequel on dépense le plus par citoyen en termes de services publics. C'est vrai partout, c'est vrai dans l'hôpital, c'est vrai pour notre sécurité, c'est vrai dans plein de sujets. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème d'organisation. Donc il faut aussi changer l'organisation. C'est pas dire que dans tel ou tel service d'urgence, il y a assez de monde, je ne dis pas ça. Mais globalement, on a des services publics extraordinairement développés. Il faut savoir aussi que ça a un coût. 55% de la dépense, c'est de la dépense publique. Les déficits publics, ils viennent bien d'un endroit. Donc c'est toujours facile de dire il faut limiter les dépenses publiques, il faut limiter les déficits, c'est des gouffres, etc. Et en même temps, quand on demande aux gens est-ce que vous acceptez de réduire la dépense publique et qu'on rentre dans le détail, là évidemment plus personne n'est d'accord. Donc c'est un sujet complexe, mais on arrive à la limiter très, très puissamment. Mais les infirmières ne sont pas assez payées, normalement. On parle bien sûr, il y a alors, notamment les fonctionnaires ne sont pas souvent suffisamment payés, et on va essayer de le faire notamment en fonction du mérite, c'est-à-dire en fonction de la capacité à bien remplir une tâche. Il y a des fonctionnaires qui sont moins payés parce qu'ils s'engagent moins, et d'autres qui seront plus payés parce qu'ils s'engagent plus dans leur boulot. Alors justement, vous parliez de la sécurité de l'emploi, qui est le grand privilège de la fonction publique. Or, il est paru avant-hier une statistique qui estime à 10% les gens de la fonction publique qui souffrent d'un stress. Comment vous expliquez ça? Parce que dans son boulot, on est stressé. Quand vous êtes douanier, vous pouvez être à un moment donné stressé. Quand vous luttez contre les narcotrafiquants, vous pouvez être stressé. Quand vous êtes infirmière, vous pouvez être stressé. Quand vous êtes agent des impôts, vous pouvez être aussi stressé. Le contrôle fiscal, c'est pas si simple. Quand vous avez beaucoup de monde au guichet qui vient vous demander plein de choses. Dans un contrôle fiscal, c'est quand même le vérifié plus que le vérificateur. Le vérificateur, d'accord, ok, 15-0. Mais en même temps, c'est pas un boulot facile de contrôler. C'est pas un boulot facile non plus d'être agent public. Quand on prend à cœur ce qu'on fait, quel que soit le métier qu'on fait, on est toujours un peu stressé parce qu'on prend ça à cœur. Voilà. Moi, je viens aux grosses têtes, je suis stressé. La radio, c'est stressant aussi, vous savez, monsieur le ministre. Ce que j'allais vous dire. Un flic qui voudrait une contravention, il est stressé, il n'arrive pas à l'écrire, il ne sait pas écrire, alors il est là. Mais combien de fois il se fait enguirlander? Mettez-vous à la place d'un flic. Allez suivre. Moi, je suis maire, je suis ma police municipale de temps en temps. Allez faire le travail de la police municipale. Au bout de la 10e insulte, c'est vrai, de temps en temps, il craque, quoi. Surtout qu'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. C'est facile. Si maintenant on va les envoyer dans les écoles. Le stress qui atteint la plupart des hommes politiques n'épargne pas un ancien ministre du budget, lui aussi, Jean-François Copé, qui est devenu aujourd'hui le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Pour le président de groupe, c'est un peu le cauchemar, le truc. Parce que quand vous arrivez en séance, il est 11h du soir, votre seule obsession, c'est qu'il y ait plus de gens à vous que de socialistes. Mais de quoi on parle? Sur 577 personnes, je vous mets à l'aise, le match est entre 15 pour nous et 8 pour eux. Alors le problème, c'est que de temps en temps, on vous dit oh là 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 là, il y en a 3 qui ont fini de dîner, ils sont arrivés à gauche. Alors vite, on va chercher ceux qui dînent dans le quartier. Moi, je fonctionne beaucoup au SMS. Bah oui, et d'ailleurs, une fois, on a eu un problème, ça a fait un drame. Puisqu'on se dit tout, je peux quand même vous dire, de temps en temps, on est victime collatérale de petites rivalités entre ministres. Parce que, écoutez, regardez, imaginez qu'un ministre sache qu'un autre ministre qu'il n'aime pas a un texte qui va passer le soir. S'il est un peu mal intentionné, il invite le groupe à dîner. Alors le groupe va dîner. La séance reprend à 9h30, on a à peine terminé le plat de résistance. Et là, les gens ne reviennent pas en séance. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Personne ne pense que c'est le ministre qui a pensé à mal, donc on dit c'est Copé. Et voilà. Et alors moi, je suis au milieu du truc, à essayer de trouver chez qui ils dînent pour les faire revenir. Dur métier, vraiment dur métier. Les grosses têtes de l'été du 16 mars dernier, l'invité d'honneur, le ministre du Budget, Éric Woerth. Est-ce que la navette fluviale vous fait gagner du temps?
Il y a une navette entre Bercy, qui est un peu excentrée pour aller dans le centre de Paris. Il y en a deux d'ailleurs, il y a deux navettes qui ont le même âge que Bercy, donc qui ont une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, moi je faisais une émission de télé la semaine dernière, oui c'est ça, mais tôt, vers 7h15 du matin. Et le moteur a totalement explosé. De nuit sur la Seine. Et ils ont dû faire venir une deuxième navette qui est arrivée. On a un bord à bord en plein milieu de la Seine. En canoë, je suis reparti. Donc on prend des risques dès le matin. Vous avez très encore utile. ramé, là. C'est très utile ces petits bateaux. Vous respectez la limitation de vitesse? Oui, ils respectent. C'est les douanes qui les conduisent. Ils respectent beaucoup la limitation de vitesse parce que dès qu'il y a des remous, vous savez, il y a plein de péniches et de bateaux le long de la Seine. Et au fond, les gens qui sont sur des bateaux n'aiment pas beaucoup que ça bouge. Ils aimeraient que c'est la même stabilité. Les jours de réforme, il y a encore plus de remous. Et dès que ça bouge, ils considèrent que c'est pas le bateau mouche d'à côté. Ils considèrent toujours que c'est la vedette de Bercy. Alors, je sais pas si la vedette de Bercy c'est moi ou si c'est la navette, mais j'ai compris que c'était quand même plutôt la navette. Vous faites du footing dans les couloirs de Bercy. Il paraît qu'il y a 42 km de couloirs. Il y a 8000 personnes qui travaillent dans l'ensemble de ce bâtiment qui est énorme, qui va quasiment jusqu'à la gare de Lyon. Oui, mais vous savez qu'on remplace pas 58% des gens qui travaillent à Bercy et qui partent en retraite. Ça veut dire qu'il faut 58%. Ça veut dire que c'est très important. Rien, alors. Non, ça veut dire qu'on peut s'organiser différemment. C'est assez différent. Vous savez, quand on veut réformer, il ne faut pas humilier. Et donc, il ne faut pas dire ça. Il faut simplement expliquer qu'on peut travailler autrement dans l'administration, chercher plus de productivité. C'est pas un grand mot et c'est pas un mauvais mot. Donc, on peut travailler autrement. Mais il y a des grands couloirs, il y a d'énormes couloirs. C'est vrai à Bercy. Moi, je fais du jogging le matin, le dimanche matin à Chantilly. À Chantilly, votre ville. Dans les grandes allées, la forêt. Voilà. Eh bien, justement, la ville, c'est important. C'est pour ça que de nombreux ministres tiennent à conserver leurs responsabilités municipales, parce que ça permet d'être en prise directe avec les citoyens, avec les électeurs. Et Xavier Bertrand nous avait expliqué ça. C'est vrai que c'est aussi une question d'organisation. Je ne suis pas maire, mais j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça parce que toutes les semaines, je suis chez moi, j'ai gardé mes habitudes. Je vais au marché pour faire mes courses. J'y vais hors période électorale. On rencontre un peu moins de monde d'ailleurs. Ma permanence, mes différents rendez-vous. Et ça fait le plus grand bien. Ça permet de garder les pieds sur terre. Surtout que les habitants de Saint-Quentin ont gardé leurs habitudes avec moi. C'est de tout me dire. Quand ça va, ils me le disent un peu. Quand ça va pas, ils me le disent beaucoup. Vous le vérifiez? Oui, moi je le vérifie. Je vais moi aussi sur le marché de Chantilly tous les samedis matins parce que j'ai une angoisse, c'est qu'on me dise dans ma ville, on vous voit sur le marché qu'au moment de la période électorale. Donc ça c'est une angoisse. Donc résultat, j'y vais tous les samedis. Comme ça, vous êtes sûr au moins que les gens vous voient puis peuvent vous parler en dehors de rendez-vous, quoi. C'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et donc j'essaie d'être très très présent. J'ai regretté une seule fois. Il a fait -15 il y a à peu près un mois environ. Il a fait très très froid et j'avais pas vu que mes services techniques, ils avaient pas très bien déneigé le marché. Je suis arrivé là, tout le monde était absolument furibard. J'ai expliqué que ça glissait pas. Et au moment où je l'ai expliqué, je me suis cassé la figure, ce qui était évidemment assez difficile. Et vous vouliez être guide de haute montagne. Et vous cassez la figure sur le marché de Chantilly. C'est pour ça que je l'ai pas été. C'est pour ça que je l'ai pas été. René Dosière, qui est un député socialiste qui se préoccupe beaucoup des dépenses du président et de celles du gouvernement, vous avez révélé que vous n'occupiez qu'une partie de votre appartement de fonction à Bercy. Et qu'est-ce qu'on loge dans l'autre partie inoccupée? Non, mais parce qu'il y a des pièces de réception en fait qui ne sont utilisées que lorsqu'il y a une réception. Il y a 2 appartements de fonction qui sont assez grands. Et dedans, il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas du tout faits pour la vie. D'ailleurs, vous y vivez pas vraiment. C'est des appartements qui sont au bout d'un des couloirs, voilà, des 42 km de. Oh oui, mais vous avez une belle vue sur la Seine. Oui, c'est vrai que la vue est belle sur la Seine. On y avait été, rappelez-vous, Philippe, on avait été invité par un de vos prédécesseurs. Par Alain Lambert. Alain Lambert. Vous voulez dire que je vous ai jamais invité? Il faisait bien les choses, lui. Oui, je sais. Il nous avait très bien reçus, lui. Oui, c'est vrai. Il y avait des ministres qui savaient vivre. Il y avait eu poisson et viande. Et puis, à l'apéro, il n'avait pas... La ronde des fromages. À l'apéro, il n'avait pas mégoté. Oui, il n'y avait pas que des cacahuètes. Ah, ça, c'était très bien. Dans la fève, il y avait... Non, c'est le contraire. Dans la galette, il y avait... Il était bien, Alain Lambert. Il était très bien. Et alors, moi, j'ai un seul problème, c'est l'appartement de nos-dessus l'eau. En fait, on vit avec la Seine, la navette, les bureaux qui donnent sur l'eau. Et moi, j'aime pas l'eau. Et donc, c'est assez difficile. Est-ce que la princesse de Clèves sera mise à la retraite dans les questions de culture générale?
Il y a beaucoup de questions de culture générale dans les concours de la fonction publique qui sont complètement ridicules et on essaie de faciliter tout ça. Alors j'avais des listes incroyables que j'ai perdues évidemment, mais c'est pas très grave. On vous demande des choses complètement dingues. On vous demande si Osis ou Iris ou Osiris ou des gens comme ça sont un dieu grec pour être contrôleur des impôts. Vous n'avez pas besoin de répondre à ça. Saucisse, c'est un dieu de Strasbourg. On vous demande des trucs qui n'ont rien à voir en réalité avec le métier que vous allez faire. Donc moi je les ai perdus. Vous pouvez pas perdre nos feuilles d'impôt mais j'ai vos feuilles d'impôt. Alors je voulais vous en parler justement. Je voulais vous en parler parce que ça m'étonne un peu. Non, par exemple, lequel de ces mots est du genre féminin? Tentacule, amiante, algèbre ou apogée? Ça c'est pour être adjoint administratif de préfecture. Tentacule, c'est pas un problème de genre, c'est un problème de rime. Hein. Attention, ne vous égarez pas là, s'il vous plaît. Monsieur Bouvard, vous n'êtes pas admis au concours d'adjoint administratif de préfecture. Vous êtes perdu. Mais c'est apogée qui est féminin. C'est une divinité sur. Écoutez, c'est des grosses têtes, mais vous n'êtes pas très bon. Ben c'est apogée. Apogée, on vous a dit. Si vous parliez pas tout le temps, vous nous écouteriez. Mais moi, j'ai pas la réponse. Moi, j'en sais rien. On va appeler votre chef de cabinet. Moi, j'en sais rien. Autre question. Parmi les divinités, je gagne ou pas si vous répondez pas. Allez-y, posez la question. Parmi les divinités suivantes, laquelle n'est pas égyptienne? Anubis, Isis, Hathor ou Thor? Thor. Parce que Thor était chez les PTT, parce que Thor est facteur. Alors là, vous êtes reçu au concours externe d'aide technique de laboratoire à Bercy. Oh super, c'est pas loin de chez moi. C'est une question qui a été posée en 2005. Thor était un assassin, parce que le tortue. Pour le concours commun externe d'adjoint administratif de première classe dans les services du Premier ministre, il s'agit par exemple de déterminer le mot dont le sens est le plus proche de lycanthrope. Oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lycanthrope? C'est un loup-garou. C'est un animal marin, c'est un monstre mythologique, c'est un loup-garou, c'est un invité de Philippe Bouvard. C'est un loup-garou. Moi j'ai répondu invité de Philippe Bouvard. Mais... Bernard Laporte a été exempté de l'examen, non? Parmi les verbes suivants, lequel n'appartient pas au troisième groupe? Choir, moudre, rire ou finir? Rire. Non, c'est finir. Ah non, rire. Non, c'est pleurer. Riant, pleurer, oui, c'est ça. Rire ou pleurer, c'est la vraie question. Mouchoir. Attention. Ouais. Donc il y a beaucoup de questions qui étaient. Alors j'ai changé tout ça avec André Santini. Il y avait le langage administratif aussi. Vous l'avez simplifié? Oui, on a essayé de simplifier le langage administratif parce que souvent il y a beaucoup de choses ne voulaient plus rien dire. Donc là, on a simplifié les concours et fait en sorte que les concours portent en réalité sur ce qu'on attend d'un jeune fonctionnaire et pas sur la culture générale comme j'ai essayé de vous le montrer. C'est limite d'ailleurs pas de la culture générale. Une personne qui lit avec peine. Ou qui raconte une histoire drôle avec peine, en hésitant, est une personne qui grommelle, qui marmonne, qui annonne ou qui susurre. Non, c'est le maréchal qui grommelle, le maréchal grommelle. Et c'était Anon. Plutôt Anon. Hein. Ouais, bon vous êtes fonctionnaire à partir d'aujourd'hui. Et on a trouvé du boulot, Fifi. Ah, dis donc. Alors, des nouvelles des people. D'abord, Ingrid Chauvin, vous connaissez? Très joli. Alors, voici sa déclaration que je vous livre sans commentaire, mais j'appréhende un peu les vôtres. Je suis claustrophobe, j'ai même du mal à porter un col roulé. Elle a dit porter, elle n'a pas dit autre chose. Non. Parce que sinon. Et je m'arrêterai là, Philippe. On peut lui en fournir un. Oui, non, mais on peut. Voilà. Ça devait arriver. Non, moi j'adore les cols roulés. Ouverte, il n'y a pas de problème. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a comme belle femme à la télé? Ah, mais c'est fou. Attendez, votre poste est déréglé, Fifi, là. Non. Il n'y a pas que ça quand même. Hein. Ah, ça c'est en Colombie, c'est Ingrid Betancourt qui demande le divorce. Oui. Elle va se marier avec un de ses... Alors non, elle était mariée avec Jean-Carlos Lecomte. Elle a dit le comte n'est plus bon. Ouais. Et elle a dit, et de toute façon, on est séparés depuis plus de 6 ans. Alors lui, il a dit, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, elle était otage. Elle recommence Koh-Lanta quand? Oui, c'est ça. Il avait payé les fax, peut-être, pour qu'il la garde un peu. Elle est un peu secouée quand même. Son image est un petit peu endommagée. Oui, même, on va dire,
voiture totalement ternie même. Bien d'ailleurs. écornée, oui. Mais vous aviez vu à la descente de l'avion comme elle avait conduit ce gars-là, son mari. Oui, complètement. Elle a embrassé tout le monde et s'était précipité sur elle. C'est quand même le père de ses enfants. évidemment. Et puis, alors ça, c'est encore en Colombie, et c'est l'ineffable président Morales. Ah, il est pas bien. le Morales de Benuro. Non. Le Evo Morales, Mais tout alors est qui bon est un en Colombie, personnage le haut en café, couleur, de type indien. Ouais. Et alors, lui qui réclame qu'on dépénalise l'usage du coca, puisque c'est la production... De la coca. De la coca, parce que le c'est la coca, production de son pays. Alors, il est arrivé à l'ONU en mâchouillant des feuilles de coca et en expliquant que ça lui faisait du bien. Ce que font les Indiens des hauts plateaux. Oui, exactement. C'est pour avoir assez d'oxygène vu l'altitude, c'est tout. On s'en sert même pour les dentiers là-bas, parce que le Coca-Cola. Après, C'était l'Ogérias. mais oui. Oui, c'était l'Ogéria, c'est là. Belle réflexion de Pierre Écoutez, Bellemare. Ne faisons pas le procès de ceux qui font un mauvais jeu de mots, puisqu'après tous les autres ont du succès. Oui, oui. Et réjouissons-nous qu'à Saint-Malo, on commence à exporter de l'eau de la Manche comme remède contre le rhume. Ah, mais c'est très bon. Bah, c'est les. Oui, Il y a déjà depuis longtemps des bombes à l'eau de mer. Oui, mais l'eau de la Manche est meilleure que les autres. Oui, moi Elle est meilleure que l'eau du pantalon. Oui, par exemple. Oui. Ça veut dire qu'elle n'est pas filtrée, ils la prennent telle qu'elle. Ils la prennent telle qu'elle, et pour un nez qui est un peu encombré, paraît-il, ça donne des résultats miraculeux. Cela dit, il n'y a que les Américains qui s'y intéressent pour l'instant. Oui. Attends, tu te mouches le dieu mazout. Attendez, non mais c'est On peut en connu. donner à Delanoë parce que toutes ces artères sont encombrées, ça pourrait peut-être dégager un peu Paris. Ah oui. On pourrait mettre un peu d'eau de la Manche parce que... Avant de retrouver la fin des grosses têtes de l'été sur RTL, je vous rappelle qu'à 18h, vous serez informés avec RTL Soir présenté par Stéphane Carpentier et Isabelle Choquet. Donc c'est la fin pour aujourd'hui. On les retrouvera demain, les grosses têtes de l'été. Le 16 mars dernier, carton d'invitation pour Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Legérias et Pierre Bellemare. Et puis Philippe Bouvard avait aussi invité le ministre du Budget, Éric Woerth. La honte de l'invité là. C'était au mois d'août dernier, donc j'étais à Chamonix parce que j'aime bien aller faire de la montagne à Chamonix, puis on fait Comme Édouard Balladur. Absolument. Ouais, mais je monte plus haut. Ah oui. C'est ce Mais que- je montrais aussi de C'est ce que Marie-Joseph m'a dit. Oui, aussi. Édouard Balladur aime bien la montagne aussi, et c'est très bien. Et je faisais une randonnée assez longue, et alors, on arrive à un magnifique endroit qui est la jonction de deux glaciers, c'est vraiment formidable. C'est magnifique, mais c'est assez long pour y arriver. Donc j'arrive un peu, j'étais à Paris la veille, donc j'étais un peu fatigué, un peu transpirant avec votre sac à dos. Puis il y avait deux personnes qui étaient là, et puis une personne avec son fils, et puis il me regarde, je me dis ça y est, je suis reconnu, même en haut des glaciers, je suis reconnu, c'est quand même plaisir. Là, mon ego, on s'en prenait plein la figure. Puis le gars vient me voir. Alors moi, je suis tout content. Et il me dit, on se connaît, non? Et je lui dis, non, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Il me dit, vous n'êtes pas entrepreneur de bâtiment à Valoir? Vous savez Je lui dis à Valoir sur quoi, mais Vous savez qu'à Valoir. À Chamonix, c'est pas la peine d'aller tout là-haut. Il y a un très bon glacier dans la rue principale. oui, mais c'est de la glace à la cacahuète. Êtes-vous attentif au moral des ménages? Oui, bien sûr, on est attentif au moral des Français d'une manière générale, et pas uniquement des ménages, parce qu'il y a des Français qui vivent pas en ménage. Oui, ceux qui sont tout seuls, bien sûr. Comment est-ce qu'on se renseigne sur le moral des ménages? En allant sur le terrain, puis aussi plein de sondages, mais en allant sur le terrain. Le matin, ils disent, vous avez bien dormi? Quand on écoute. Vous pouvez venir à la maison faire rigoler ma femme, s'il vous plaît. Ah, dites, ça c'est une bombe nouvelle anatomique. polémique, et c'est l'UMP qui la lance. C'est le droit de pétition, puisque la gauche on a le droit de réclame pétitionner. des pétitions entre deux scrutins, ça permet de connaître l'avis des électeurs, et ça ne serait pas légal de faire appel aux pétitions. Le droit de pétition, il est encadré, bien sûr. Donc il y a la possibilité aujourd'hui, la Constitution le permet, de faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer.
Voilà, donc c'est très important. Tout le monde a le droit de pétition dans une commune. Vous le recevez parfois. Enfin, c'est très employé. C'est pas employé comme en Suisse où il y a sans arrêt ce genre de choses. De l'initiative populaire, ça existe toujours réalité, pas. Ça faisait pas partie des promesses de Nicolas Sarkozy. C'est dans les réformes constitutionnelles. Je vais vous raconter une blague que j'ai faite à propos de pétition. C'est chez moi en Bretagne. J'ai fait une pétition que j'ai mise sur le comptoir du bistrot. Je voulais qu'on rase l'abbatiale qui est en face le bistrot afin qu'on puisse voir la mer du comptoir. J'ai eu 4 signatures quand même. Je vais vous le dire. Le curé ou pas? Non, il y en a plus là-bas. On détruit son outil de travail. Il n'y a plus de curé, vous avez plus de curé. Il y a qu'un diacre. Dernière citation de M. Zemmour de Montigny-le-Bretonneux qui a dit « Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont même là où il n'y a pas de fleuve. » C'est un politicien. C'est pas de chez nous et non, c'est pas des politiciens français. Non, c'est pas un politicien français, non. Et il n'est aujourd'hui plus à la tête de son pays puisqu'il est mort. Ah oui, il est mort. C'est une bonne raison, en même temps c'est une bonne excuse. C'est donc un dirigeant d'un pays. C'est Churchill. Non. Il est anglais. Non. Il est mort. Russe. Boris Eltsine. Non, il est pas mort. Gorbatchev. Non, il est mort. Khrouchtchev. C'est Nikita Khrouchtchev. Bonne réponse de Jacques Maillot qui va se charger de raconter l'histoire envoyée par Monsieur Amis d'Étable-sur-Mer. C'est tout simple, c'est un homme qui fait la queue au guichet d'une banque, et lorsque son tour arrive, il sort un pistolet et il braque le banquier. Alors le banquier est pris de panique, il appelle au secours, et le braqueur lui dit calmez-vous, 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 je suis juste ici pour un hold-up, c'est pas pour une demande de prêt. Alors le banquier est rassuré, il lui dit je vous remercie, je me sens mieux. Vous savez, de toute façon, monsieur, dans un cas comme dans l'autre, j'ai pas grand-chose à vous donner, hein. Mais à votre place, je prendrai plutôt le hold-up parce que là, je vais pas vous demander de garantie. Nous avons eu le plaisir de recevoir Éric Woerth, ministre chargé du budget. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Bravo et à demain.